Et il est temps d'appeler Dominique Rizet. Dominique qui va nous accompagner toute la soirée, notamment pour animer les tables rondes. Des tables rondes qui promettent d'être passionnantes sur un sujet ô combien d'actualité, le continuum en Europe ou la stratégie d'un monde plus sûr, mythe ou réalité. Je crois que tu as réalité. Beaucoup à faire ce soir. Réalité. Mythe ou réalité, oui, tout à fait. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Alors, voilà. Eh bien, à toi l'honneur de Merci, nous Virginie. annoncer. Alors oui, pardon, effectivement, il y a une image qui me rappelle une chose importante. Ce soir, nous avons un caricaturiste Laurent, qui nous accompagne. qui est au fond là-bas. Laurent. Tout à fait. Voilà, qui lève sa main. Voilà, va faire qui des est au dessins. bout là-bas. Et qui, pendant ces tables Qui vous rondes, vendra ensuite. va pouvoir illustrer. À toi la parole, je t'en prie. Merci Virginie, merci Mickaël. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être ici. C'est un bonheur de vous retrouver. Je suis ravi. C'est toujours un plaisir d'être avec les partenaires de la sécurité, sujet qui nous est cher à tous. On a nos camarades journalistes là-bas qui sont à la table du fond à gauche. Vous pourrez aller les voir pour avoir des sujets sur vos différentes sociétés. On va parler de la coopération de sécurité. C'est la première table ronde. On a 5 invités que je vais appeler, vous présenter. Et on va parler plus précisément de coopération de sécurité entre les forces de l'ordre, les institutions et le privé. Les forces de l'ordre sont ici, nos amis de la police, Céline Berton, qui est ici, directrice centrale de la sécurité publique. Nos amis gendarmes, je ne les cite pas tous parce qu'ils sont tous ici. Le major général, voilà. Et puis, nos amis de la sécurité privée, assis à toutes les tables. Vous travaillez ensemble, il faudrait travailler encore plus et encore mieux ensemble. On va en parler, on va parler de ce qui se passe en Belgique, on va parler de ce qui se passe en Espagne avec nos amis qui vont venir nous rejoindre. On va parler de la Suisse, et puis on va parler de la France, bien évidemment. Donc, j'appelle nos invités. Le premier, c'est Werner Kourman. Il va arriver ici, par la petite porte. Ne vous prenez pas les pieds dans le tapis ni dans les câbles. Alors, Chief Security Officer. Allez. Directeur sûreté. Il est le directeur sûreté, installez-vous. Werner, directeur sûreté du groupe Solvay, groupe belge spécialisé dans la chimie des matériaux, présent dans 50 pays. C'est pas une affaire facile. Le colonel Anselmo del Moral Torres, est-ce que je l'ai bien dit? Je l'ai bien dit? Venez. La voix française du colonel. Hop, je change de page. Alors, le colonel. Membre de l'Académie militaire de Saragosse. Vous avez fait le Chémi en France. On a le patron du Chémi ici pendant 11 ans. Voilà, le préfet Jasper. Vous avez fait l'INESJ. Vous êtes directeur adjoint du centre universitaire de la Guardia Civile en Espagne, où vous avez la responsabilité de la mise en œuvre des normes européennes d'enseignement supérieur et des méthodologies d'apprentissage actif basées sur la technologie. Vous allez voir que c'est passionnant. Simulation, réalité virtuelle, jeu de rôle, on va parler de tout ça. Miguel Ángel Gallego Ramos. Bonsoir. Responsable de la sécurité de... On dit Renfe. Merci. Oui, j'étais sûr que je le disais mal. Renfe, Espagne. Ensuite, Emmanuel Laurent. Emmanuel, vous avez vu, on a fait des entrées à droite, à gauche. C'était pour voir si vous suiviez. Ingénieur ferroviaire, responsable de la sécurité, sûreté, risque, gestion de risque et politique environnementale de TL. TL, ce sont les transports de Lausanne, bravo. 300 000 voyageurs par jour. Lausanne, capitale de l'olympisme, unique ville suisse dotée d'un système de métro automatique. Et le dernier invité de notre table ronde, Philippe Wilkens. Bonsoir Philippe. Vous êtes le directeur général de la Direction Générale Prévention et Sécurité, ça est la DGSP, qui est l'une des 5 divisions du ministère de l'Intérieur en Belgique. On va commencer par vous, Werner Kourman. On vient de le dire, vous êtes présent, le groupe Solvay, dans 50 pays,
avec à chaque fois, j'imagine, une réglementation différente, en tout cas différente de la réglementation mise en place par le groupe Solvay en Belgique. Hein. Le monde n'est pas la Belgique, ce serait trop beau. J'aimerais pour commencer que vous nous racontiez comment ça se passe. Est-ce que vous faites parfois appel à ce qu'on appelle, nous les journalistes, des fixeurs quand vous arrivez quelque part ? C'est-à-dire des agences privées qui, dans un pays, ou des agences privées en Belgique ou en France, qui vont vous emmener dans un pays, donc collaboration avec le privé, et vous dire, voilà, dans ce pays-là, on bosse comme ça, voilà comment on travaille. Tout ça pour vos démarches d'études des lieux ou d'installation. Une très bonne question. Et bonne soirée à tout le Merci. monde. Ravi d'être ici. Pour répondre à votre question des fixeurs, je pense que c'est temps ou cette époque d'utiliser des fixeurs, au moins dans le monde de la chimie où l'expansion vers de nouveaux pays est quand même devenue très limitée maintenant. Après la globalisation, on ne les utilise pas du tout. On a une politique qui s'appuie sur l'utilisation de compétences locales, de connaissances locales, pour introduire une nouvelle chaîne de produits dans un pays. Et on s'approche avec une politique éthique qui est basée sur une transparence, une bonne communication, une communication ouverte. Et ensuite, on verra vers quoi ça mène. On a des plans derrière, des plans économiques. Quand on s'est parlé, vous m'avez parlé d'un guichet renseignement. C'est quoi ça? Pardon? Vous m'avez parlé d'un guichet renseignement sûreté. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, en termes de la protection de Solvay, nous, on s'appuie sur une approche pas uniquement basée sur l'analyse et la gestion des risques, mais surtout nourrie ou alimentée par une approche menace. Ça veut dire que, dans un premier temps, on veut identifier, analyser, évaluer les menaces auxquelles nous faisons face, nos usines faisons face, nos employés faisons face. Et sur ce base, on déploie des mesures de protection. Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus difficile de travailler qu'avec d'autres? Oui, effectivement. Je pense que en généralisant, dans des grands pays, aussi bien en Europe qu'ailleurs, il est beaucoup plus facile de collaborer avec les services publics, que ce soit des renseignements ou de la police. Dans des pays où, disons que notre footprint est beaucoup moins et nous ne représentons pas un intérêt économique important pour ce pays, ça devient un défi, quoi, pour établir de bonnes relations qui mènent pour les deux à une collaboration étroite et efficace. Qu'est-ce que vous attendez des autorités sur place? Qu'est-ce que vous attendez de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour aider le groupe Solvay quand vous arrivez avec vos machines? Je pense que pour n'importe quelle entreprise dans la chimie, il est important d'être compris, que les autorités locales sachent ce que c'est, ce que nous faisons dans ces usines locales et qu'on ne nous tampons pas comme industrie chimique, car il y a énormément à boire et à manger là-dedans. Donc oui, on a des sites Seveso. Là aussi, c'est important. Je donne un exemple pratique. Imaginons un scénario d'une attaque terroriste sur un site Seveso. Bien sûr, on n'aimerait pas que ceux qui interviennent commencent à tirer dans tous les sens avec les conteneurs de produits toxiques ou dangereux ou nuisants sur ce site. Donc il y a dès le début un intérêt à collaborer avec aussi bien les forces de l'ordre que les services de renseignement. Qui assure la sécurité de vos groupes là-bas, dans tous ces pays? On a dans chaque usine un représentant. Installations, plutôt, de vos installations, donc, dans chaque installation, on a un représentant. Pour les pays importants ou des pays ou des usines importantes, je dirais, c'est surtout le groupe qui prendra contact avec les autorités locales ou nationales locales. Qui dans le groupe prend contact avec quelles autorités? Est-ce que les autorités locales délèguent du privé? Oui, nous avons donc dans mon équipe, j'ai des gens qui sont dans chaque continent, je dirais. Donc aux États-Unis, aux Amériques, nous avons des membres de mon équipe qui nous représentent là-bas. Pareil en Europe, souvent c'est moi aussi, ça dépend. Et en Asie, la même chose. C'est un gros budget pour vous, la sécurité?
Disons que c'est un budget normal. C'est quoi normal? En pourcentage Oui, exactement. Je voulais aller vers ça. Donc, en termes d'investissement dans des équipements, en général, on a 1 à 2%. Ça couvre aussi bien la protection physique, 2% du chiffre d'affaires, pardon. Je m'excuse, pas du chiffre d'affaires, du chiffre d'investissement. En termes de... Ça couvre le cyber, protection physique et protection des personnes. Donc là, on est dans le benchmark, je dirais, sur base des données que j'ai. En termes de coûts opérationnels, alors là, c'est plutôt un peu moins que 1%. Donc là aussi, on est dans le benchmark. Werner, sur la confidentialité, à chaque fois que vous multipliez les intervenants, quand vous êtes dans un pays, les autorités gouvernementales, les sociétés de sécurité privée, vous prenez des risques importants parce qu'il y a des informations que vous n'avez peut-être pas forcément envie de partager ou des gens qui vont avoir accès à vos informations, à des informations qui doivent être ultra confidentielles. Donc, j'imagine que dans certains pays, il n'y a pas de secret défense, il n'y a pas tout ça, ou alors c'est du pseudo-secret défense. Tout à fait. Donc, à ce fin, nous avons nous-mêmes, dans mon équipe, des gens habilités, dépendant de leur pays d'opération ou de leur région opérationnelle. Souvent au niveau secret, par exemple, la majorité dans mon équipe, ils ont une habilitation secret niveau OTAN. D'accord. Mais en deuxième lieu, on se focalise aussi sur établir une relation de confiance l'un entre l'autre pour permettre effectivement de partager des infos. Et 3, nous, on essaie d'être très clair dans l'exprimation de nos besoins. Donc, sachant qu'il y a souvent des enquêtes juridiques qui empêchent le partage de certaines infos, l'exemple que je peux donner, c'est par exemple en Espagne en 2017, à Alcanar. Il y avait une usine de production de bombes en utilisant le TATP. TATP utilise de la peroxyde. La peroxyde est un produit que nous produisons aussi. La seule chose qui nous intéressait d'abord, c'est, OK, l'origine de ce peroxyde, est-ce que ça vient directement d'une usine ou d'une chaîne d'approvisionnement? C'est tout. Et là, on a trouvé une bonne collaboration avec la Guardia Civile, les cellules antiterroristes, qui nous permettaient d'échanger ce niveau d'infos. D'accord. Merci Werner. Ben justement, merci Werner Kourman. Justement, on va aller faire un petit tour en Espagne. Je vous demande juste si vous essayez vraiment de parler le moins possible parce que vraiment ça s'entend beaucoup et je crois que ça dérange nos intervenants. Si vous les écoutez pas, c'est un peu pas sympa, quoi. Je suis désolé de faire le père Fouettard, mais on va se discipliner un peu, hein? On va envoyer la gendarmerie ou la police, sinon. Allez. Colonel Anselmo del Moral Torres, membre de l'Académie militaire, j'ai dit Saragosse, chimie. Vous travaillez sur l'apprentissage des actifs basés sur la technologie, simulation, réalité virtuelle, jeu de rôle. Première question. Vous savez ce qui s'est passé en France, 25 mai dernier, Madrid-Liverpool. Comment gérez-vous le flux des spectateurs dans vos stades en Espagne? Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez quid du dispositif de sécurité que vous mettez en place en Espagne? On ne va pas parler de ce qui s'est passé en France. Bonne question. Hein? Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci pour la possibilité de partager avec vous cette soirée concernant la sécurité publique et privée. Vous êtes le bienvenu. Je m'excuse pour mon français, je suis un peu rouge. Vous pouvez parler espagnol, hein, peut-être, puisque vous avez une traductrice qui est excellente, on l'a entendu. Non, vous voulez parler français? Vous pouvez y aller. Je vais essayer. Et si ça cale, vous passez en espagnol. Parfait. Vous tournez le curseur. De toute façon, je pense que la question concernant la situation spécifique que vous citez, vous avez beaucoup d'expérience ici en France, où est-ce qu'il y a des cas où est-ce qu'il n'y avait pratiquement aucun problème. Ces cas qu'on parle, on a eu des problèmes, vous savez des problèmes,
Et je pense que ce n'est pas facile de dire qu'il y a seulement un facteur qui a été le facteur déterminant pour affecter la situation. Il y a des différents facteurs. Il y a les hooligans qui viennent d'autres pays. Il y a aussi une question de sécurité ici. Et bon, c'est un cas, mais c'est un cas analysé, à vérifier qui est responsable, qui sont les choses à améliorer. Et je pense qu'il faut analyser la question on a un problème et il faut approfondir. En Espagne. D'accord. Ok. Colonel, vous avez publié plusieurs livres, des articles de recherche sur les bonnes pratiques en matière de coopération policière et d'échange de renseignements criminels entre les pays. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux, nous parler de vos recherches et où en est l'Europe dans ce domaine? Ok, j'ai aujourd'hui 30 ans de service. J'ai passé 20 ans de mon carrière en commandement de chef d'enquête criminelle, d'intelligence, de renseignement criminel, dans le cas de criminalité organisée, aussi à niveau international. Et je me rappelle de la première phrase de mon chef, Anselmo: ceux qui ont l'information ont le pouvoir, ne partagent pas. Mais 30 ans après, j'ai oublié la partie opérationnelle, je suis dans le domaine éducatif. Et j'ai dit toujours à mes élèves, ceux qui ont l'information et ne le partagent pas, on n'a pas le pouvoir, ils ont un problème. Il faut partager. Il faut, pour vivre dans le siècle XXI, il faut partager, il faut prévenir les attentats. En Espagne, on connaît beaucoup des attentats, de terrorisme, et pour nous, quand on a un attentat, on a déjà les problèmes. Il faut prévenir, et pour prévenir, il faut partager. Alors, l'Espagne est un exemple en matière de coopération publique-privée. Oui. Et comment ça se passe? Qui partage avec qui et comment ça s'articule? Qui décide de le faire et dans quel cadre? Ok, on a, comme vous, une loi de sécurité privée. Hein? Et la loi de sécurité privée fait une régulation très, très concrète concernant les différentes possibilités. Et concernant la garde civile, on a un réseau de coopération avec la sécurité privée. Il s'appelle le plan Coopera, où est-ce que de façon permanente, à niveau national, à niveau départemental, à niveau local, on a une relation avec tous les dispositifs de sécurité privée. Aussi, la police nationale espagnole a aussi un système similaire. Et je pense qu'en Espagne, vraiment, il n'y a pas de problème vraiment de sécurité, de relations de sécurité privée-publique. C'est clair que l'État est responsable de la sécurité de l'État. C'est très clair. On commande et la sécurité privée fait la sécurité dans les entreprises. Ils sont des coopérateurs à la sécurité publique. D'accord, mais vous avez 20 ans d'expérience parce que malheureusement, ça a commencé avec les attentats de 2004. Et c'est là que vous vous êtes dit, il faut vraiment qu'on partage, il faut vraiment qu'on progresse. Sí. Bon, on peut dire que ce type de coopération a commencé d'abord. Je pense que la loi commence vraiment dans la rénovation de ce type de coopération et commence dans les Jeux olympiques de Barcelone et aussi la Expo à Séville. On parle de 1992. Et après, on a vu une évolution continue. Une évolution continue d'amélioration, de coopération, mes collègues disent de coopération confiable. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes, il y a des petites choses à améliorer, mais il faut, quand on a un grand événement, en Espagne, on pense qu'on doit travailler tout ensemble. Je peux vous donner un exemple. Dans le centre universitaire de la garde civile, que je suis le directeur adjoint,
On a un master pour le domaine ibéro-américain, où est-ce qu'on peut des élèves qui sont des colonels, des généraux colombiens et aussi des directeurs de sécurité privée. Qui font le master. Ensemble. Et on a par exemple un exercice de simulation d'attentats dans le summit G7 à Biarritz. Ah, d'accord. Et comment est-ce qu'on peut collaborer pour faire la réaction dans un attentat de parti français, mais qui a fait à la partie espagnole. C'est une simulation basée dans un système de géolocalisation. Et bon, pour nous, c'est normal d'avoir ce type de coopération. Vraiment, disant que la direction et le leadership de la sécurité, c'est à nous, c'est la sécurité publique. D'accord. Et la sécurité privée a la nécessité de faire la sécurité dans le domaine privé, dans les entreprises, mais par loi, ils sont des coopérateurs de la sécurité publique. D'accord. Okay? Merci beaucoup, colonel. Merci. On reste en Espagne. Miguel Ángel Gallego Ramos, responsable de la sécurité de Renfe Espagne, les trains. Vous avez été le directeur de la gare de Madrid-Atocha, la plus grande gare routière d'Europe, et à l'initiative d'actions très intéressantes de coopération entre le public et le privé, tant d'un point de vue humain d'ailleurs que d'un point de vue technologique. Et vous avez été récompensé, la gare a été récompensée, et votre projet, parce que vous aviez mis en place, puisqu'elle a permis de remporter le prix. Alors et là, je vais mal le prononcer. Madame, vous allez m'aider. On dit Duque d'Ahumada. Duque d'Ahumada, 2017. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que quiere decir? Le fondateur de la garde civile. Donc le prix du fondateur de la garde civile, prix décerné à la gare routière sud de Madrid dans la catégorie meilleure trajectoire de collaboration avec la garde civile. Racontez-nous ça. Oui, tout d'abord, je veux remercier tout le monde. Et les stations, c'était les stations des gares de Madrid. Si je devais vous raconter pourquoi j'ai eu le prix de Ahumada, de la meilleure trajectoire de collaboration, comme aucun de vous ici, en fait, on a signé un contrat de confidentialité, je devrais vous tuer. Donc, parce que c'est secret. Bon, on n'a pas de secret, là, on est entre nous. Non, c'est secret. Vous pouvez y aller. Depuis qu'on a eu le premier attentat en France, islamiste, au magazine Charlie Hebdo, jusqu'au récent attentat, aussi en France et en Belgique, la coopération avec la Guardia Civile a été exceptionnelle. Tout ce que ça veut dire pour nous, Europol, ou nos polices, la police espagnole, coopèrent parfaitement, font que la sécurité privée, sur les sites critiques, on est forcé, pour pouvoir protéger nos installations, de coopérer de manière étroite. Vous disiez tout à l'heure à la conférence de presse avec nos amis journalistes qu'après les attentats de 2015, dès que la police française avait identifié, la gendarmerie, les terroristes ou avait des pistes, vous receviez directement les photos sur votre téléphone pour savoir s'ils avaient pu fuir en Espagne. Comment ça s'est mis en place, cette collaboration? Oui, à travers du réseau Coopera, et un réseau qui appartient à la Guardia Civile, et le réseau Azul, qui appartient à la police nationale. Eux, à travers Europol, ils ont reçu les photos. Et moi, je les ai reçues et je les insérais dans un système de reconnaissance faciale. Et ça vous était utile si l'un d'eux fuyait en Espagne? Okay. Exactement. Oui. Et justement, comment est-ce qu'on les... Mais Pardon? Pas seulement... Je sais que dans le monde en général, monde occidental, européen et même en Espagne, la reconnaissance faciale
il y a beaucoup de réfractaires et de peur. Alors c'est de ça que je voulais vous parler, parce que vous êtes le père de l'installation de la reconnaissance faciale dans cette gare d'Atoucha. Donc vous mettiez la photo du terroriste et les caméras pouvaient le repérer, c'est ça? Oui, Exactement. On a ça en France? Céline, Major? Bon, la réponse c'est... Et ça va venir, hein? Ça va venir. Oui. Oui, Dominique. Juste, il ne faut pas rester sur le... Enfin, Ne riez pas, vous moquez pas de la le France. terrorisme. C'est important de lutter contre le terrorisme. Il ne faut pas rester avec la reconnaissance faciale uniquement sur la recherche des délinquants. La reconnaissance faciale a aidé aussi à trouver des personnes avec l'Alzheimer qui étaient perdues, des enfants ou des filles qui avaient fui avec des personnes plus âgées. Et ça a facilité de trouver le passage par les gares au bout de 2 minutes. Peut-être qu'on a vu 1,5 million de photos et 3 minutes plus tard, on avait trouvé. Dernière question. Vous êtes actuellement le responsable de la sécurité de la Renfe. Est-ce que la coopération est toujours aussi conséquente? Public, privé, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Par exemple. Il n'y a pas longtemps, pour la finale de l'Europe, la Ligue de l'Europe, aussi bien la police. Il faut pas oublier que la police nationale, elle a un secteur et la Guardia Civile a un autre secteur. Et Renfe, elle est partout. Donc, au niveau des polices, ou même de la Guardia Civile, la coopération doit être aussi bien pour les installations, dans les trains où les supporters sont arrivés, par lesquels, et la surveillance des trains aussi ensemble avec les agents de sécurité privés. Et on a fait des patrouillages ensemble. Là, par exemple, toute la côte Brava, avec leurs Mossos, la police nationale et la Guardia Civile, ont fait des missions ensemble dans les gares où on reçoit les touristes. Ok. Miguel Angel, merci beaucoup. Merci. On va aller faire un petit tour en Suisse. Emmanuel Laurent, ingénieur ferroviaire, ancien de la SNCF, il vit depuis 3 ans, il nous a lâchés, il est parti en Suisse. Responsable sécurité, sûreté, risque, gestion de crise politique environnementale, des transports de Lausanne, je l'ai dit tout à l'heure, 300 000 personnes transportées chaque jour, un flux important de voyageurs, criticité des installations de transport, compte tenu de la nature du terrain en Suisse, ce n'est pas un plat pays, tout ça nécessite de surveiller en permanence l'évolution des menaces, de travailler en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. Comment faites-vous? Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour votre accueil. Les Transports de Lausanne sont une petite entreprise dans un petit pays qui est membre de l'espace Schengen, mais pas vraiment de l'Union européenne, avec beaucoup de nationalités, une tradition d'accueil et puis... Je dirais que ce que je comprends de la Suisse depuis que j'ai l'honneur d'y vivre, c'est que la liberté et la sécurité font partie de l'ADN intégral du pays et le pays et ses habitants y sont très attachés. Du coup, quand on transporte 300 000 personnes dans une toute petite ville comme Lausanne, si on la comparait à nos métropoles françaises, toutes nos installations sont critiques. Nous avons la chance d'avoir la seule ligne de métro automatique de Suisse, qui est en fait la ligne 14, mais en plus petit, qui dessert un énorme centre hospitalier, ce qui prend très vite une tournure incroyable pendant une pandémie comme celle du Covid, où on se demande comment on fait pour maintenir et pour poursuivre la continuité de l'exploitation. Et puis qui dit petit pays au milieu d'autres grands pays dit aussi des menaces. Le terrorisme existe aussi, on en parle moins. On est un peu plus. Oui, il y a eu des attaques cyber, notamment en Suisse romande.
Alors notre C'est vous qui me l'avez cauchemar dit, du c'est vous qui moment, me l'avez dit, hein. notre cauchemar du moment, c'est les attaques cyber. Plusieurs entreprises de transport ont été confrontées à des attaques cyber. Alors je dirais à la limite bloquer le système de vente, on récupérera l'argent un peu plus tard, on sait le récupérer. Bloquer le système de transport, c'est une autre problématique de mettre d'un coup 300 000 véhicules ou 300 000 personnes en voiture ou en vélo ou en moto sur une infrastructure routière qui n'est pas faite pour, et on arrive à bloquer une économie assez vite. Donc nous sommes extrêmement sensibles, et là je crois qu'on parle de collaboration entre compétences étatiques et puis compétences privées, on est vraiment dedans. On travaille beaucoup avec la police cantonale, on travaille beaucoup avec toutes les strates de police suisse, hein, État confédéral, donc municipal, cantonal et fédéral, et puis on va aussi beaucoup s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Vous disiez, hein, quand on a préparé cette table ronde, police locale municipale, police nationale, police judiciaire, renseignement territorial et police fédérale, terrorisme. Mais la sécurité privée, où est-ce qu'elle s'inscrit dans votre démarche et dans votre façon de travailler et d'assurer la sûreté? Bien, en fait, pour répondre, Dominique, la sécurité privée, elle s'inscrit à tous les échelons. Le concordat roman qui régit les relations entre sécurité privée et puis les droits régaliens, on va dire, de la sécurité publique en Suisse est très fort et crée peut-être le troisième mot qui est important en plus que sécurité et liberté, c'est la confiance. À socle commun de formation et à socle commun de compétences données aux agents de sécurité et aux entreprises de sécurité correspond aussi à un système de surveillance. Donc on se fait confiance et chacun amène ses compétences à bon niveau et échange des informations assez facilement, tout en restant dans un cadre légal de liberté publique et individuelle qui sont au cœur des préoccupations des citoyens helvétiques et auxquels ils sont très, très, très attachés. C'est donc un jeu de funambule permanent de faire de la sécurité en respectant les libertés individuelles publiques dans un contexte très particulier. Vous avez travaillé à la SNCF, on l'a dit, pendant longtemps. Depuis 3 ans, vous n'y êtes plus, vous êtes en Suisse. Vous avez bossé sur des histoires sûrement de sécurité ou de sûreté à la SNCF. C'est quoi la différence entre la collaboration entreprise publique et privée en France, sécurité de la SNCF, et en Suisse, sécurité des transports de Lausanne? Est-ce qu'on choisit différemment les sociétés de sécurité? Est-ce que le niveau d'exigence est plus élevé? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, là, je ne veux Ou alors pas... est-ce que c'est une question de mentalité ou... Je veux éviter de me faire 600 ennemis ou pas d'un coup. Et vous pouvez sortir par la petite porte, là, il y a une sortie dérobée. On vous protégera. Non, je pense que les mentalités sont assez différentes. Ce qui caractérise la Suisse, c'est le pragmatisme et pas l'idéologie. Et ce qui compte finalement, c'est le résultat qu'on veut atteindre et pas tellement la phrasologie qu'on va mettre autour ou une certaine forme de dogmatisme. Donc pragmatiquement, quand on a besoin d'agents de sécurité armés pour faire de la surveillance armée, il y a un super système que nos amis des chemins de fer fédéraux ont mis en place, ce qui est semi-public et semi-privé, qui est l'équivalent de la sécurité à la Renfe que je connais bien, ou de la surveillance générale en France, et on fait appel à eux. Puis quand on a besoin d'un niveau de sécurité, je dirais, qui est un peu plus proche de la clientèle, ou de la gestion de flux, ou de la petite délinquance, des incivilités, on va prendre une société privée, non armée, mais qui va avoir des pouvoirs étendus et qui va pouvoir dénoncer aux autorités. Puis vraiment, quand on a affaire à une menace ou à des événements de foule, on va mixer le tout avec nos collègues de la police municipale et de la police cantonale. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas tellement l'idéologie qui convient pour y parvenir. Et le législateur nous aide beaucoup dans ce système de confiance. Très vite, parce qu'on va donner la parole à Philippe Wilkens, mais très rapidement, en un mot, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéosurveillance dans les bus en Suisse? Alors là, c'est un sujet très sensible, parce que j'ai la moitié du conseil d'administration de mon entreprise qui veut une vidéosurveillance la semaine prochaine, et qui ne comprend pas que je ne l'ai pas encore mis en place, et j'ai l'autre moitié du conseil d'administration qui me dit que si je fais ça, je retourne en France. Et dans leur tête, ce n'est pas nécessairement un compliment. Et en fait, nous sommes en train de doser l'utilité de la vidéosurveillance par rapport à la menace. Sur notre système de transport et notre vecteur principal, qui est le métro, 250 000 personnes par jour, nous avons une vidéosurveillance permanente et on est capable d'avoir de l'enregistrement d'images et de les traiter en temps réel. Ce qui importe, c'est le pragmatisme. C'est quoi l'écart entre la liberté publique qu'on va diminuer de vidéosurveillance
en installant dans 250 bus et 600 stations. On est en train de parler de 8000 caméras et le gain qu'on en attend. Et nous sommes en train de faire ce travail-là avec la police et avec la justice. Et nous appliquons en Suisse la RGPD, parce que ça fait aussi partie du continuum de sécurité européen. Et le tout, c'est de trouver le bon niveau de pragmatisme pour dire on y va, et on est capable de le faire en gardant les libertés publiques, parce qu'on sent qu'on a affaire à une vraie menace. Bon, merci, on espère qu'on vous récupérera en France. Donc, Ça dépend si le gruyère a assez de trous, j'ai cru voir. Philippe Wilkens, directeur général. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel Laurent. Philippe Wilkens, directeur général à la Direction Générale Prévention Sécurité, ça s'appelle la DGSP, c'est l'une des 5 divisions du ministère de l'Intérieur en Belgique. Depuis 2017, la sécurité privée est totalement associée à la mission de sécurité en Belgique. Racontez-nous comment ça se passe. Merci, bonsoir tout le monde. Plaisir d'être accueilli ici parmi vous. Je suis très content de pouvoir profiter de cet échange parce que c'est quelque chose qu'on pourrait prendre comme exemple chez nous. Public qui rencontre privé, c'est-à-dire un modèle qui est à applaudir. En ce qui concerne la contextualisation de votre question, d'une part, sécurité privée, il faut savoir qu'en Belgique, depuis 1990, la sécurité privée a été acceptée. C'est-à-dire on faisait la différence entre la milice privée, la sécurité privée, et donc on acceptait la sécurité privée. 2017, un changement, un renforcement de l'idée d'intégralité, c'est-à-dire de la collaboration entre public et privé en réalité. Et donc là, il y a un article dans la loi qui est inscrite où on dit on crée le Conseil consultatif de sécurité privée. Qu'est-ce que ça veut dire? On accepte la sécurité privée comme partenaire dans la chaîne de la sécurité. Ça veut dire que depuis mai de l'année passée, dans notre administration, il y a cette table qui se réunit une fois par 4 mois où aussi bien les services publics, la police fédérale, la police locale, les gouverneurs, un représentant de bourgmestre, les meilleurs chez vous, pour justement évaluer cette loi. Cette loi qui permet, sur le domaine public, d'associer la sécurité privée. Donc il faut contextualiser. On a vraiment, c'est une étape intermédiaire, je l'espère, mais on est en train de créer quelque chose de stable. De stable dans le sens où, pour la première fois, public et privé, parce que si vous prenez le contexte, chez nous, le bourgmestre, c'est le premier qui doit assurer l'ordre public. À côté de cela, on a la Ça correspondra à quoi chez nous? 580... Un bourgmestre. Un maire. Un maire? Un maire, oui. D'accord. Voilà. Et donc, à côté de cela, il y a la police fédérale, police locale. Oui. De nouveau, la Belgique très riche en inventions et en compromis. On a la police fédérale et locale à 2 niveaux. La police fédérale qui soutient la police locale, mais on a 185 zones de police, 185 zones avec leur chef de corps. Chacun leur politique, leur manière de vivre. Il y a une contextualisation. Et à côté de ça, 147 firmes privées qui sont reconnues par l'intérieur pour justement renforcer cette partie de la sécurité sur le terrain. Philippe, quand on a préparé notre entretien, vous m'avez dit il faudrait créer un système info-flux parce qu'on est dans un monde criminel qui se moque des frontières, qui s'en fiche. Et d'ailleurs, quand il en tient compte, c'est pour essayer de fuir les polices du pays dont il vient. C'est quoi cette idée d'info-flux? Voilà, le flux d'informations entre privé et public reste un point faible. Soyons clairs, aujourd'hui, le milieu malafide intègre dans le milieu bonafide, c'est-à-dire même dans les services de l'ordre, même dans les situations, on doit faire attention de pouvoir se parler. Aujourd'hui, on vit vraiment encore sur des petites îles. On a les policiers dans leurs îles, leur législation, leur manière de travailler, traiter leurs données. Il y a la sécurité privée qui tient
sur le terrain public, leurs chiffres, leur manière de composer leur stratégie. Donc il faut en quelque sorte se rencontrer à un certain moment pour justement pouvoir renforcer. L'union fait la force, c'est une prédise de la Belgique, mais de réfléchir ensemble et de terminer cette silo, donc de réfléchir dans des silos, dans des petits cases où chacun essaye de faire le mieux, parce qu'en quelque sorte, on essaie quand même de mettre en avant le citoyen pour avoir la sécurisation de chaque citoyen, mais de pouvoir s'échanger des informations cruciales pour justement pouvoir avancer, lutter contre la criminalité. Ok, mais il faut surveiller les acteurs de la sécurité privée, même chose, ça c'est une de vos paroles, il faut screener tous les acteurs de la sécurité privée. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est ma dernière question. Ben voilà, donc pas uniquement sécurité privée, je crois qu'il est primordial, vu la complexité de la sécurité, qu'on a affaire à des hommes et femmes fiables dans le métier de sécurité. Parce que la responsabilisation, naturellement, on veut partager, on sait partager des informations, on va devoir savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Donc, depuis leur engagement, je crois qu'il est très important de screener les personnes qu'on adhère dans le milieu, c'est-à-dire de sécurité, et qu'on le fait régulièrement. Ce n'est pas une fois au moment qu'on les fait participer ou on commence la formation, mais régulièrement pour justement garantir cet aspect de sécurité avec qui on a affaire. Parce que la sécurité, et je ne dis rien de nouveau ici, c'est un lien de confiance. Confiance entre les différents services d'une part, mais aussi confiance en matière de stratégie et matière d'échanger des idées. Donc je crois que ce qui est important, ce n'est pas seulement le screening, mais c'est aussi les formations qui sont aujourd'hui encore très cadenassées. Chaque famille de sécurité, les policiers, la sécurité privée, chacun prévoit ses petites formations. Pourquoi pas une fois réfléchir à une formation ensemble, c'est-à-dire de se connaître et de se faire reconnaître, et de petit à petit justement d'avancer dans un aspect intégral et intégré pour pouvoir adhérer à toutes sortes de criminalités. Merci Philippe pour cette analyse passionnante. Merci à tous. Merci à tous les 5. Merci à notre interprète qui n'a pas démérité. Et merci à vous, vous avez été exemplaires. Voilà. Parfait. Très bien. Vous pouvez vous applaudir. On peut les applaudir. Merci pour votre écoute. C'est pas toujours facile, mais merci. Surtout quand on est à table comme ça avec... Vous n'avez rien dans vos verres encore. On peut peut-être intervenir pour vous. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre table. Et puis, on va faire venir... Vous avez vu ces beaux dessins? Regardez. Ça, c'est pour vous, Philippe. Screené. C'est Laurent qui nous fait ces dessins depuis tout à l'heure. C'est bête que vous ne les ayez pas tous vus. Il y en avait un sur le pape qui était très beau, Laurent. Bravo. Merci à vous. Je ne vous raccompagne pas à la grille du parc, mais...